13 novembre 2020, Wacker Polysilicon North America, à Charleston, dans le Tennessee. Un ouvrier est tué et 2 autres sont gravement blessés, alors qu'ils tentent d'échapper à une fuite de chlorure d'hydrogène. Un autre ouvrier est blessé par l'exposition à cette substance dangereuse. Cet accident tragique était totalement évitable. Le rapport CSB a identifié plusieurs problèmes critiques qui devront être traités pour garantir un fonctionnement en sécurité. Par exemple, la nécessité des procédures écrites, le contrôle des énergies dangereuses, une meilleure coordination des interventions simultanées et des moyens d'évacuation améliorés. L'usine Wacker de Charleston fabrique différentes substances à base de silicone, utilisées dans la fabrication de nombreux produits finis. Le 2 novembre 2020, Wacker débute un arrêt programmé de 2 semaines de son unité de régénération à l'HCL, pour des opérations de maintenance de routine et pour des mises à jour et des réparations d'équipements. Pour l'aider dans ces opérations, Wacker emploie des ouvriers de plusieurs sous-traitants, dont Jake Marshall et Penn Gulf. Le 13 novembre au matin, Wacker remet à Jake Marshall un permis d'intervention pour des opérations de maintenance sur la canalisation d'évacuation de vapeur d'un échangeur de chaleur. L'intervention devait avoir lieu alors que du chlorure d'hydrogène circulait dans la canalisation. L'exposition au HCl peut causer des blessures, allant d'irritation des yeux et des poumons jusqu'à des brûlures graves, voire la mort. Pour se protéger de ces risques chimiques, les employés de Jake Marshall portaient des combinaisons de protection intégrales, des gants et bottes en caoutchouc et des masques intégraux munis de cartouches spécifiques aux acides. La maintenance avait lieu au 5e niveau d'une structure d'accès aux équipements qui ne possédait qu'un seul escalier pour y monter et en descendre. Ce matin-là, des ouvriers de Penn Gulf étaient aussi en train de travailler sur la plateforme du 5e étage pour des travaux d'isolation qui ne devaient pas potentiellement les exposer au HCl. De ce fait, les 4 ouvriers de Penn Gulf ne portaient que l'équipement de protection minimal exigé par Wacker, à savoir des vêtements résistants au feu, des chaussures de sécurité, des lunettes de sécurité et des casques. Ils avaient des masques de fuite et des harnais de sécurité sur eux, mais ne les portaient pas. L'opération effectuée par Jake Marshall était de resserrer des boulons sur une canalisation d'évacuation de vapeur sur un échangeur de chaleur pour réduire les fuites. La force nécessaire pour resserrer un boulon est en partie basée sur la nature des matériaux qui constituent les équipements connectés. Cette force est appelée couple de serrage. La canalisation était constituée d'un embout en graphite et d'une conduite en acier au carbone. Dans ce cas, le couple de serrage pour les boulons qui connectent l'acier à l'acier est de 54 Nm, alors que le couple pour des boulons qui connectent de l'acier à du graphite est de 20 Nm, car le graphite est un matériau très cassant. Mais le jour de l'accident, les tuyauteurs de Jake Marshall n'avaient pas été pourvus des spécifications écrites pour tous les boulons qu'ils avaient à serrer. Un ouvrier expérimenté de Jake Marshall a fourni à un apprenti une clé dynamométrique réglée à 54 Nm. Après le serrage des écrous qui nécessitait un couple de 54 Nm, le tuyauteur a utilisé la clé pour serrer les boulons de la connexion acier-graphite. Mais le fournisseur avait recommandé pour ces écrous une valeur de 20 Nm. En conséquence, ces écrous se trouvent malencontreusement trop serrés. À 10h04 du matin, ce surserrage provoque la rupture de l'échangeur de chaleur. Le dangereux HCl s'échappe dans l'atmosphère, entre les ouvriers et le seul escalier disponible. En moins de 15 secondes, un grand nuage d'HCl envahit la zone, empêchant les ouvriers sur la plateforme de s'orienter. L'apprenti tuyauteur s'éloigne rapidement de la fuite. Son habit de protection se prend dans une saillie d'un équipement et se déchire. Ceci l'expose à l'HCl qui lui cause des brûlures. Dans la confusion, il se cogne dans un équipement de la plateforme qui lui arrache son masque intégral. Bien qu'il soit le plus proche de l'escalier, sans son masque, il ne peut pas passer à travers le nuage dangereux pour s'échapper.
Au lieu de cela, il se déplace vers l'autre extrémité de la plateforme où les autres sous-traitants travaillent. 3 des 4 salariés de Pengulf mettent leur masque de fuite, mais sans vêtements adaptés, ils ne peuvent pas traverser le nuage pour gagner l'escalier à l'autre bout de la plateforme. Au lieu de cela, ils essayent de descendre en s'accrochant en canalisation sur le côté de la structure, qui fait une vingtaine de mètres de haut. Lors de cette descente, tous les 3 tombent au sol. L'un d'eux décède, les autres sont gravement blessés. Le salarié restant de Pengulf arrive à mettre son masque de fuite avec l'aide d'un employé de Jake Marshall qui avait des EPI adaptés et qui tente de le protéger du nuage dangereux d'HCl. La fuite dangereuse continue pendant 3 minutes environ, jusqu'à ce que tout le chlorure d'hydrogène contenu dans le système ait fui. Une fois la fuite arrêtée, les 3 employés de Jake Marshall et celui de Pengulf utilisèrent l'escalier pour évacuer la zone et atteindre le sol en toute sécurité. Le CSB a lancé une enquête et a découvert 4 problèmes de sécurité impliqués dans l'accident, qui concernent les procédures écrites, le contrôle des énergies dangereuses, la gestion de la coactivité et les moyens d'évacuation. Le premier problème de sécurité porte sur les procédures écrites. Les normes de l'OHSA concernant la sécurité des procédés et les règles de gestion des risques de l'EPA exigent que Wacker mette au point des procédures écrites pour toutes les activités de maintenance concernées. Celles-ci auraient dû inclure des instructions claires concernant le resserrage des différentes connexions présentes sur la canalisation de sortie de l'échangeur de chaleur. Mais le CSB a découvert qu'il n'y avait pas de procédure écrite pour exécuter cette tâche. Au lieu de cela, Wacker se reposait sur des instructions basées sur la documentation du fabricant et transmises verbalement aux salariés de Jake Marshall pour qu'ils sachent le couple à appliquer. De toute façon, cette documentation ne contenait pas les couples de serrage adéquats pour les boulons, qui ont finalement été dépassés. Ces couples étaient écrits dans le plan de l'échangeur de chaleur fourni par le fabricant, que les techniciens ne possédaient pas lors de leur intervention. Le CSB a découvert que les couples de serrage corrects ont été transmis oralement par la personne qui attribuait les permis d'intervention, au contremaître de Jake Marshall, qui l'a transmis à un ouvrier, qui l'a lui-même transmis à l'apprenti qui a serré les boulons. Mais l'absence d'instructions écrites et l'utilisation de la seule transmission orale a multiplié les risques de malentendus et de mauvaise compréhension de la tâche et les précautions nécessaires. Les procédures écrites, qui rassemblent les informations nécessaires pour l'exécution en sécurité d'une tâche donnée, sous la forme d'instructions claires, sont des moyens essentiels pour assurer une exploitation et une maintenance sûres. Si Wacker avait utilisé toutes les sources d'informations pertinentes pour produire des procédures écrites pour le resserrage de tous les types de connexions du générateur de vapeur, il est probable que les sous-traitants auraient eu connaissance des valeurs de couple spécifiques, ce qui aurait évité cet accident. En conséquence, le CSB a recommandé que Wacker développe des procédures de maintenance détaillées pour les activités de serrage. Le deuxième problème de sécurité identifié par le CSB est le contrôle des énergies dangereuses. Le CSB a découvert que Wacker procédait des procédures pour intervenir sur des équipements qui impliquaient des énergies dangereuses, comme des produits chimiques sous pression. Ces procédures comprenaient des précautions de sécurité, comme la création d'un plan de consignation des énergies, le choix des EPI et un contrôle d'accès de la zone pour empêcher les personnes qui n'ont rien à y faire d'y accéder. Mais bien que la canalisation de sortie de l'échangeur de chaleur contenait des produits dangereux sous pression, l'entreprise n'appliquait pas ces procédures aux opérations de resserrage. Ceci parce que les opérations n'impliquaient pas d'ouverture volontaire des équipements qui contenaient des produits dangereux. De ce fait, Wacker n'a pas développé de plan de consignation des énergies, ni réalisé une analyse de risque pour déterminer si un resserrage pouvait être réalisé en sécurité sur un équipement en fonctionnement. De plus, Wacker n'avait pas isolé la zone d'intervention pour empêcher d'autres équipes, comme l'équipe d'isolation de Pengulf, de se trouver à proximité lors de l'intervention.
Les entreprises et leurs employés devraient toujours se préoccuper des risques encourus dans une opération de maintenance sur un équipement contenant des produits dangereux et les évaluer. Non seulement s'il est prévu que l'équipement soit ouvert volontairement, mais aussi si cette ouverture peut être involontaire, ce qui s'est produit chez Wacker quand les opérateurs ont endommagé involontairement une partie fragile en graphite de l'équipement. Si Wacker avait correctement identifié les risques, ils auraient pu identifier plusieurs façons d'empêcher cet accident ou d'en réduire les conséquences, comme la consignation des énergies, des exigences concernant les EPI ou en limitant l'accès à la zone d'intervention au personnel concerné. Le CSB recommande donc à Wacker de développer des exigences pour s'assurer que les activités de serrage sur les équipements contenant des énergies dangereuses soient effectuées en sécurité et que ces exigences soient incluses dans les procédures d'intervention. Le troisième problème de sécurité mis en lumière par le CSB est la coactivité. Celle-ci est définie comme une situation où deux interventions ou plus se produisent en même temps au même endroit. Les interventions pratiquées par Pengulf et Jake Marshall sur la plateforme étaient un type de coactivité. Le CSB a découvert que Wacker n'avait pas de stratégie ou de procédure d'évaluation des situations de coactivité. Cette stratégie nécessiterait une analyse des risques pour identifier les risques créés par les interventions simultanées. Au lieu de cela, Wacker n'a pas réalisé d'analyse de risque, mais a autorisé les 4 employés de Pengulf qui se trouvaient sur la plateforme du 5e étage sans EPI risque chimique, pendant que l'intervention de resserrage plus risquée avait lieu. Les 4 intervenants de Pengulf ont donc été inutilement exposés à la fuite de chlorure d'hydrogène, ce qui a forcé 3 d'entre eux à mettre leur vie en danger pour s'échapper. Les coactivités devraient être identifiées et gérées en réalisant une analyse de risque préalable et des mesures devraient être prises pour empêcher toutes les interactions à risque. En conséquence, le CSB a recommandé que Wacker crée et mette en fonction un programme structuré coactivité qui concerne les tâches qui se produisent au même endroit. Le CSB a également déterminé que les guides industriels concernant les coactivités ont été principalement développés pour les installations offshore, comme les puits de pétrole et de gaz. En fait, durant son enquête, le CSB n'a trouvé aucune règle, norme ou réglementation spécifique à l'identification et à la gestion des coactivités lors des opérations de maintenance dans les installations chimiques fixes. Le CSB a enquêté sur au moins 5 autres accidents impliquant des coactivités, qui ont tous entraîné des blessures ou la mort de personnes non impliquées dans les circonstances qui ont provoqué l'accident. Pour empêcher d'autres tragédies inutiles, le CSB pense que le manque de réglementation et de guide concernant les coactivités est une faille de sécurité qui doit être corrigée. Dans son rapport, le CSB recommande que l'OSHA publie une norme ou modifie ces normes existantes pour exiger des employeurs qu'ils assurent la coordination des coactivités impliquant de multiples équipes, y compris de sous-traitants. Le CSB a également recommandé au Centre pour la sécurité des procédés chimiques de créer et de diffuser un ouvrage sur les pratiques de travail sûres, comprenant des recommandations détaillées et réalistes pour l'évaluation des coactivités. Le dernier problème de sécurité identifié par le CSB sont les moyens d'évacuation. Le CSB a découvert que Wacker a réalisé une analyse de risque 3 mois avant l'accident. Celle-ci avait identifié le besoin d'une échelle ou d'autres moyens supplémentaires d'évacuation sur la structure d'accès aux équipements, au cas où une fuite de chlorure d'hydrogène empêcherait les techniciens d'utiliser les escaliers. Avant l'accident, de nombreux opérateurs avaient discuté de la nécessité d'une structure secondaire de fuite avec leur hiérarchie. Mais le CSB a découvert que Wacker n'avait pris aucune mesure pour traiter le problème. Les interviews du personnel de Wacker par le CSB ont montré que leur sentiment était que le management ne prenait pas en compte les inquiétudes du personnel, car ils pensaient que la structure avait été conçue selon les règles de l'art. Pour cette raison, 7 opérateurs étaient présents ce jour au 5e étage lors de la fuite toxique, avec comme seul moyen de fuite des escaliers inaccessibles. Les normes de construction sont un élément important pour la conception des installations, mais ne prennent pas forcément en compte les risques spécifiques engendrés par un procédé particulier.
Les entreprises devraient mettre en priorité la résolution des problèmes mis en lumière par l'analyse de risques et par les remontées d'informations des personnels, pour contrôler les risques identifiés par ceux qui sont le plus proches avec les équipements et leur fonctionnement. Le CSB a découvert que Wacker a conçu l'installation avec un seul point d'évacuation selon les exigences des normes de construction pour une plateforme inoccupée ou inoccupable, donc sans nécessité de moyens d'évacuation supplémentaires. Mais ces normes ne prennent pas en compte les scénarios comme celui de Wacker, où des plateformes en hauteur sont utilisées pour accéder à des équipements contenant des substances qui engendrent des risques physiques et pour la santé. L'absence de réglementation, de guides et de normes sur les moyens de fuite concernant les structures industrielles en plein air a directement contribué à la gravité de cet accident. Nous pensons que les entreprises ont besoin de guides plus robustes sur ces problèmes. Notre enquête a démontré qu'il y a près de 50 ans, l'Institut national de la sécurité et de la santé au travail, ou NAOS, avait publié un document qui décrivait ces insuffisances et donnait des consignes pour l'évacuation des travailleurs depuis des postes de travail en hauteur. Le NAOS a appelé à la mise au point de codes et de normes spécifiques à ces problèmes d'évacuation en 1975, mais ces sujets n'ont pas été traités pour l'instant. Le CSB recommande donc au Conseil international des codes et à l'Association nationale de protection contre l'incendie de modifier leurs codes pour prendre en compte les conditions qui peuvent nécessiter des moyens de fuite multiples depuis des plateformes en hauteur qui permettent l'accès à des équipements qui contiennent des substances qui présentent des risques physiques et pour la santé. Ce qui aurait dû être une opération de maintenance banale par deux équipes différentes s'est avéré mortel à cause de plusieurs problèmes de sécurité graves. Le CSB pense que nos conclusions et nos recommandations vont aider à aborder les problèmes rencontrés chez Wacker et à empêcher un nouveau drame inutile. Merci d'avoir regardé cette vidéo de sécurité du CSB. Pour plus d'informations, merci de visiter notre site csb.gov.